Chapitre 10. Je sors de la galerie maltaise sans avoir interviewé Siklosi. Mais comme Aloha nous accompagne, tout va bien. Nous traversons la rue et entrons dans un restaurant qui s'appelle « À votre santé ». Aloha commande pour nous ce qu'elle considère un menu parfait. Des légumes cuits à la vapeur, sans sauce, du riz croquant et des hamburgers végétaux après une soupe d'asperges. Au dessert, un gâteau sec aux 7 céréales. Impossible pour moi de manger ça. J'appelle le serveur. « Qu'est-ce que vous avez comme vin ?»« Désolé, pas d'alcool. Il y a de l'eau, des jus de fruits. »« Vous voyez, dit Aloha. Pour moi, le restaurant parfait, c'est celui où on ne mange pas de viande, où on ne boit pas d'alcool. J'aime trop les animaux, donc je n'en veux pas dans mon assiette. Et l'alcool, c'est terrible. Non seulement ça détruit les cellules, mais en plus ça change le goût des aliments. Vous ne mangez pas, Alex ? J'ai pris mon petit déjeuner assez tard, et j'ai pas faim. Jackie, lui, prétend qu'il adore ça, que ça lui donne beaucoup d'énergie, etc., etc. Il dit n'importe quoi quand il drague. Pendant un court silence, nous nous observons, puis Aloha se met à parler. Chapitre 11. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous voulez m'interviewer ? Eh bien, c'est à vous que je choisis de raconter ma vie. Je vous offre l'exclusivité de cette interview, à vous, les journalistes de la vie. Je vous propose un marché. Je vous raconte tout ce que vous voulez sur ma vie, ma vraie vie, autant de pages que vous voulez, vous prenez autant de photos que vous voulez, en échange de... Comme je vous l'ai dit, j'ai été victime d'une escroquerie. La police refuse de m'aider, mais vous pouvez identifier 2 personnes et prouver que ce sont des complices. D'accord, dit Jackie sans hésiter. Elle sait que nous, journalistes, pouvons enquêter là où parfois la police n'intervient pas. Je suis plus prudent que Jackie. D'abord, quelques mots d'explication, non ? Chapitre 12. Vous ne connaissez pas Siklosi, dit-elle, mais pourtant il est très à la mode. Tout le monde en parle. On en parle tellement que je me suis pas méfié et j'ai été manipulé. Par lui ? Par Siklosi ? Pas du tout. Par 2 hommes qui m'ont fait croire que j'allais réaliser une excellente affaire et qui m'ont volé 20 000 euros. Comment ? Il y a 3 mois, je suis venu à Bruxelles pour participer à un programme de télévision belge. Et j'ai rencontré un homme, un certain Yann, qui m'a conseillé d'investir dans des œuvres d'art. Il m'a convaincu de lui acheter une statuette signée Siklosi pour 900 euros. Une statue authentique ? Oui. Ce Yann était un type plutôt élégant, très poli, il parlait de manière très convaincante. Ensuite, de retour à Paris, comme j'ai raconté à tout le monde autour de moi que je possédais une statue de l'artiste hongrois, je n'ai pas été surprise que quelqu'un me contacte pour l'acheter. Vous l'avez vendu ? Bien sûr, il me proposait 2 000 euros. Après cette bonne affaire, j'ai acheté de nouveau à ce Yann plusieurs statuettes pour 2 000 euros, que j'ai vendues ensuite facilement pour 3 500 euros à mon client. Je commence à comprendre. Mon client m'a demandé si j'avais d'autres statues, il m'a dit qu'il en voulait plus, à n'importe quel prix. J'ignorais évidemment que l'acheteur était complice du vendeur. Moi, je pensais être une habile négociante en œuvres d'art. J'ai acheté à Yann une série de statuettes qu'il me proposait pour 20 000 euros. Ces statuettes étaient grossièrement sculptées et enveloppées de papier de toutes les couleurs. Elles étaient bizarres. Sincèrement, je les trouvais très laides. Mais ça m'était égal. Je croyais que j'allais les vendre facilement pour le double du prix et réaliser un super bénéfice. Évidemment, l'acheteur a disparu. Bien sûr, les 2 escrocs ont disparu sans laisser leur carte de visite. Et je suis propriétaire d'une série de statues de Siklosi, mais elles n'ont aucune valeur, et personne ne me les achètera. Ces hommes ont commis un délit, mais je ne peux pas le prouver. C'est effectivement une escroquerie, mais c'est difficile à démontrer, dit Jackie. Il faut prouver que ces 2 personnages étaient complices, qu'ils se connaissaient. C'est le seul moyen d'annuler cette vente.
Chapitre 13. Vous êtes journaliste? Vous avez des moyens d'action que je n'ai pas? Trouvez mes voleurs. Je suis peut-être un peu direct, mais 20 000 euros. Est-ce que c'est une grosse somme d'argent pour une star de la chanson comme vous? Je ne suis pas aussi riche que vous l'imaginez, monsieur Leroc. Et de toute façon, le plus important pour moi, c'est d'arrêter ces malfaiteurs. Je déteste les gens malhonnêtes. Je ne peux pas admettre que ces deux personnages continuent à agir comme ça, en toute liberté. Nous allons vous aider à récupérer votre argent, affirme Jackie. Nous allons chercher ces escrocs partout. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent manipuler tout le monde, mais un jour ou l'autre, ils font une erreur. Il suffit d'être là au bon moment, n'est-ce pas, Alex? Jackie le justicier. Il se prend pour Clark Kent, alias Superman. Je vois bien qu'il est sous le charme d'Aloha et que son intérêt n'est pas seulement professionnel. Elle insiste pour me convaincre. Si vous arrivez à prouver que j'ai été victime d'une escroquerie, je vous offre l'exclusivité de ma première interview. Je vous propose même un titre. La vraie Aloha, pour la première fois. Vous allez doubler les ventes de votre magazine. Avec cet argument, elle arrive à me convaincre. Après tout, ça vaut la peine d'essayer. D'accord, nous ferons le maximum. Elle est tellement heureuse qu'elle nous embrasse chaleureusement. Jackie en est visiblement troublée. Avant de partir, elle nous donne quelques éléments importants pour identifier les escrocs. Elle se souvient surtout du costume vert que portait Yann, l'escroc, de sa taille, plus d'1,90 m, et de ses manières d'aristocrate. Chapitre 14. En sortant du restaurant végétarien, Jackie retourne directement au bureau tandis que moi, mort de faim, je passe par la place Jourdan, où on mange les meilleures frites de Bruxelles. Il faut dire qu'en Belgique, elles ont une saveur incroyable. Et ici, dans une baraque installée au milieu de la place, même les Rolling Stones venaient en manger après leur concert. Des brochettes de viande, une barquette de frites avec de la mayonnaise, c'est le paradis pour 2,50 €. Et zut pour la diététique, je laisse ça aux autres, à ceux qui ne sont pas en bonne santé. Chapitre 15. Par où commencer? Je voudrais d'abord savoir qui est ce Cyclosi. Pourquoi tout le monde parle de lui alors que personne n'achète ses œuvres? Je connais une personne qui a certainement les réponses à toutes ces questions. Nina. Je sonne chez elle et j'apparais avec un masque blanc de protection antivirus sur le visage. Elle éclate de rire. Tu sais, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est même pas une grippe, c'est seulement un gros rhume. J'ai pris froid dans les vestiaires après mon combat dimanche. Gagné? Oui, mais parce que mon adversaire a fait une faute. Tu as reçu un coup? Oh, Nina, c'est tellement... Ça va, je te dis. J'ai seulement pris froid en sortant de ma douche. Je suis enrhumé et j'ai tellement mal à la tête que je préfère me reposer quelques jours. Tant mieux. J'étais inquiet pour toi, comme tu n'es jamais malade. Alors, raconte-moi, je suis sûr que ce n'est pas pour me parler de virus que t'es venu. Effectivement, c'est pour une histoire d'œuvre d'art. Tu t'intéresses à l'art, toi. Bravo, tu m'étonnes. C'est à cause de Jackie. Tu sais qu'il ne peut rien refuser à une jolie femme, et cette fois-ci, il s'agit d'Aloha, c'est-à-dire une des plus belles femmes de la planète Terre. Maintenant, nous avons une enquête très difficile à faire. Retrouver les vendeurs des vraies sculptures de Cyclosie qui n'ont aucune valeur. Tu peux pas être plus clair? Je sais pas si c'est à cause de mon rhume, mais je ne comprends pas très bien. Bon, je t'explique. C'est une curieuse histoire. L'Avis aura le privilège de publier un reportage sur Aloha si nous arrivons à identifier deux escrocs qui lui ont vendu des sculptures de Cyclosie. Mais je ne savais pas que Cyclosie faisait de la sculpture. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il fait de l'esthétique relationnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est clair, non? Esthétique, c'est-à-dire conception de la beauté, et relationnelle, c'est-à-dire pour provoquer des relations entre les gens.
Et comment peut-on faire ça? Eh bien, par exemple, en organisant des expos comme celle à laquelle tu as assisté à ma place. Chapitre 16. Donc, si je comprends bien, Cyclosie vend ses idées, mais pas ses sculptures. Exact. C'est un provocateur. Il travaille beaucoup pour la publicité. Ce n'est sans doute pas un génie, mais comme il ne respecte aucune convention, aucun pouvoir, il attire l'attention. Tu veux que je te raconte une anecdote pour te donner une idée du personnage? Ok. Un jour, on lui a demandé de réaliser un projet sur le thème du mouvement. On lui a proposé d'exprimer dans une sculpture l'idée que tout change tout le temps autour de nous. Il a tout simplement utilisé des statues de cire, comme celle du musée Grévin, et les a placées derrière une vitre, exposée en plein soleil. Pendant toute la durée de l'exposition, les statues ont fondu sous l'effet de la chaleur. C'était sa manière d'interpréter le mouvement. Amusant, non? Ouais, pas mal. En tout cas, les statues que possède Aloha n'ont aucune valeur, c'est clair. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des objets qu'il récupère et qui lui servent à illustrer ses idées. Après les expositions, il les jette à la poubelle. Il dit toujours que ses productions sont biodégradables. Mais soudain, Nina change de ton. Son regard s'illumine. Mais, Alex, tu te rends compte? C'est fantastique tout ça! On doit absolument obtenir cette interview d'Aloha. Tout le monde achètera l'avis pour tout savoir sur elle. On va faire une interview historique, comme le reportage de Playboy sur Marilyn Monroe en 1953. C'est génial, tu m'entends? Génial! Chapitre 17. Le lendemain, je vais à l'escale pour voir Paul Klein, mon informateur numéro 1. Au moment où j'entre dans le bar, il est en train de jouer au poker avec trois types bizarres qui semblent enchantés de passer du temps avec l'inspecteur principal. Qui manipule l'autre? Pour moi, c'est clair. Je le crois plus habile que ses partenaires de jeu. J'attends la fin de sa partie et j'en profite pour manger un hamburger debout à côté du bar. Viande élastique et pain sec. Pas extra comme menu. Mais je n'ai pas le temps de me préoccuper de diététique. Enfin, Klein termine sa partie et je peux lui parler. Salut Paul. Comment fais-tu pour rentabiliser tout ce temps que tu passes ici? Tu n'as même pas un ordinateur portable pour prendre note de tout ce que tu apprends. Tout est là. Ça, c'est mon disque dur, dit-il en se frappant la tête. Dis-moi, t'aurais pas un escroc hyperactif sur ton disque dur actuellement? Je lui explique l'affaire qui m'occupe et je lui décris physiquement l'homme que je recherche. Écoute, je ne sais pas si c'est le même homme, mais le géant en costume vert dont tu me parles et ses manières d'aristocrate, ça me fait penser à un type qui depuis 2 ans accumule les escroqueries et les vols. Je finirai bien un jour par l'attraper. Tiens, si tu veux le voir aujourd'hui, il se présente devant un tribunal, au palais de justice. Comme victime, malheureusement. Tu peux imaginer ça? Si tu me trouves une bonne raison pour l'arrêter, je t'aiderai. Paul Klein sait bien capter les mouvements suspects de sa ville. Bruxelles est une ville assez petite, assez provinciale en fait. On n'y est pas aussi anonyme qu'on l'imagine. Paul fréquente beaucoup de gens, et son équipe d'informateurs est très efficace. Il a un instinct et une mémoire visuelle extraordinaires. Je sens que c'est la bonne piste.
Chapitre 18. Le palais de justice, on le repère facilement. C'est un bâtiment énorme, plus grand que la basilique Saint-Pierre à Rome, qui domine le quartier populaire des Marolles. J'aime ce quartier où les gens parlent avec l'accent belge. Nous entrons dans le palais et nous allons directement à la salle où on juge l'affaire de notre type. Il s'appelle l'Armagnac. Il parle fort et accuse un jeune homme de tous les crimes. Il porte un costume dans les tons verts et prend des attitudes de grand seigneur offensé. Je sors mon téléphone portable pour prendre une photo discrètement. J'appelle Aloha. Je lui envoie un SMS avec la photo de l'Armagnac et la réponse est immédiate. C'est lui. L'Armagnac et Yann sont le même homme. Voilà déjà une première certitude. L'Armagnac se présente comme antiquaire. Il accuse le jeune homme d'avoir fait tomber sa table d'exposition d'antiquités sur un marché, en passant avec sa voiture. Comme le jeune homme était trop jeune pour conduire sans accompagnateur, il a commis une infraction grave. En plus de l'amende, il devra assumer toutes les conséquences financières de l'accident. L'Armagnac prétend qu'il a été blessé et qu'il a dû se faire opérer à la jambe à cause de l'accident. Il exige beaucoup d'argent, une véritable fortune. Nous allons voir le jeune homme pendant une interruption de l'audience. Il est très démoralisé. Il imagine qu'il va payer toute sa vie pour ce stupide accident. Pas de chance, hein, d'avoir un adversaire comme ce monsieur l'Armagnac. Mais j'ai juste touché une caisse qui débordait sur la rue, je n'ai pas touché sa table. Il ment. Et je sais très bien conduire, je n'ai pas eu de chance, hein. Je n'ai pas eu de chance. Nous aussi, on pense qu'il ment. On voudrait vous parler ainsi qu'à votre avocate. Moi, c'est Alex. Lui, c'est Jackie. On travaille pour le magazine La Vie. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous nous intéressons à votre adversaire, ce l'Armagnac. Et si nous pouvons prouver que c'est un menteur dans votre affaire, ça nous aidera à prouver qu'il a aussi menti dans une autre affaire. Vous voulez bien nous présenter à votre avocate? Chapitre 19. L'avocate entend qu'on parle d'elle, se tourne vers nous et nous regarde avec méfiance. Jackie est plus rapide que moi. Il lui expose les raisons de notre présence en utilisant des termes juridiques et en prenant des airs de Casanova. Elle me sourit. Je lui souris aussi. Bon début. Coup de chance. Pendant que Jackie fait son numéro de charme, je jette un coup d'œil rapide sur le dossier, ce qui me permet de constater un élément important. L'Armagnac s'est trompé dans sa déclaration. Il prétend qu'il a été touché à la jambe gauche alors qu'il s'est fait opérer de la jambe droite. C'est avec des détails comme celui-là qu'on gagne un procès. En attendant, je gagne déjà la confiance de l'avocate. Celle-ci transmet notre découverte au juge qui interrompt la séance. Moi, je ne veux surtout pas être vu par l'Armagnac et j'emmène Jackie rapidement vers la sortie. Le jeune homme, qui pense qu'il a maintenant une chance de gagner son procès, nous fait un signe, le V de la victoire. Jackie, lui, n'est pas content. Il me lance un regard méchant. Pourquoi? On sort du palais de justice et je me tourne vers lui. Tu as vu ce salaud de l'Armagnac? Il essaie de profiter de toutes les occasions. Ce pauvre garçon risquait de devoir payer toute sa vie pour ce stupide accident. Je suis content de ma découverte. L'Armagnac a menti et son mensonge est tellement évident que le juge ne peut plus lui donner raison. Mais Jackie ne m'écoute pas. Il a l'air très fâché et même furieux. Tu crois que j'ai pas compris ton jeu? C'est facile, ça, hein? Je fais tout le travail, j'installe un climat de confiance et toi, tu en profites pour draguer l'avocate? J'ai bien vu que vous avez échangé un sourire. C'est pas vrai. Tu me fais une crise de jalousie? Non, pas du tout. Mais je pense que tu aimes me faire passer pour un idiot aux yeux des femmes. Attends, qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Réussir notre reportage ou savoir qui de nous deux a le plus de succès avec les femmes? Écoute, si je t'ai blessé, je le regrette.
Mais je t'assure que je n'avais aucune intention de draguer cette avocate. Allons, Jackie, tu me crois? Ça va, ça va.